Merci d'être venu. Et nous allons démarrer ce programme de deux tables rondes successives sur deux sujets différents. On a mis 14h15 pour le début de la première, qui portera sur la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième table ronde, 16h15, portera sur la fin de la France-Afrique. Bonne interrogation. Et on présentera successivement les participants des deux tables rondes que vous allez pouvoir suivre. Donc, je dis seulement quelques mots d'introduction avant de démarrer la première table ronde en parlant de l'association et du site qui ont organisé cette rencontre de cet après-midi. Donc, il s'agit de l'association et du site qui s'intitule histoirecoloniale.net et qui est la continuation d'un site qui a été fondé par un militant de la Ligue des droits de l'homme, de Toulon en l'occurrence, quand il avait constaté que le Front National à l'époque accédait à la ville, à la gestion de la municipalité. Il avait compris qu'il fallait faire un gros travail sur le passé colonial français et ses séquelles dans notre actualité. Et il avait lancé ça jusqu'en 2017, son décès. On l'a continué, ce site, avec notamment François Gèze, le PDG des éditions de la Découverte, euh, et d'autres, avec une équipe qui se maintient, qui s'est étoffée. Nous allons essayer de le poursuivre avec maintenant une nouvelle formule et sous WordPress avec un rubricage différent qui a été lancé en février dernier au siège de la Ligue des droits de l'homme, hein, en présence de Nathalie Théiot, qui est devenue présidente de cette association depuis, et en présence de Louis Plenel, qui soutient fortement nos efforts et qui nous a proposé un blog sur Mediapart qui fait écho et qui, de manière un peu parallèle au site lui-même, diffuse des informations. Récemment, on l'a fait sur octobre 61, sur la fondation d'une association autour de Jean-Luc Enaudi, etc., etc. On a des pages régulières sur Mediapart également. Mais alors, c'est donc ce site, histoirecoloniale.net, qui organise les deux tables rondes de cet après-midi, dont la première va porter sur la Kanaki. Avant que je ne passe la parole à celui qui va l'animer, qui n'est autre que Mehdi Lalaoui, qui est un des co-présidents de l'ASPPK, Association d'information de soutien aux luttes du peuple kanak, si je ne suis pas trompé. Tu t'es trompé. Je me suis trompé, on est sûr de se tromper quand c'est trop compliqué comme ça. Donc, il va se charger de se présenter davantage et de présenter les participants de cette table ronde. Mais avant de lui passer le micro qu'il va falloir faire circuler à la table, hein, celui que j'ai en main, et ordinateur qui est devant moi, qu'il va falloir aussi placer, si possible, devant l'intervenant. Hein, voilà, pendant que vous parlerez dans cette première table ronde sur la Kanaki. Alors, avant de lui passer la parole, je voudrais dire que nous avons décidé de faire une entrée libre pour cet après-midi, mais les dons, les souscriptions sont bienvenus. Il y a une boîte là-bas dans laquelle on peut glisser un billet ou un chèque, et il y a aussi un système sur Helloasso qui, à partir du site, permet de souscrire, soit par une somme comme ça pour une fois, one shot, ou bien par une mensualité, par exemple, quelque chose de régulier qui peut être pas très important, mais les petites, les, les petits ruisseaux pour les grandes rivières, c'est ça. Donc, voilà. Donc, merci pour votre contribution. Merci aussi pour vos candidatures de soutien rédactionnel à ce site. On a rencontré quelqu'un dont on a parlé du livre et qu'on n'avait pas rencontré jusqu'à présent, qui connaissait Survie mais qui ne nous connaissait pas nous. Bon, voilà. Donc,
Pour terminer, avant de passer pour de bon le micro à Mehdi, je signale quand même la présence parmi nous, qui fait partie de notre équipe, d'Alain Ruscio. Et Alain Ruscio, qui est ici, il vient de commettre ce gros pavé de 760 pages qui est paru aux éditions de la Découverte. Il a intitulé La première guerre d'Algérie et qui est un ouvrage remarquable qui traite de la période 1830-1852. Exactement. 52. Voilà. Et donc, c'est un des rédacteurs de ce site et un de ceux qui composent l'équipe qui organise ces deux rencontres successives. Voilà. Euh, Mehdi. Je vais te demander ensuite, il y a des prises de questions de la salle ou pas? Oui, Oui, d'accord. une demi-heure. Ok. Euh, Merci d'être venu dans ce lieu symbolique, une multitude de luttes, de solidarité. Un certain nombre de gens connaissent mon engagement dans le mouvement antiraciste et dans le cadre des combats qu'on mène depuis 40 ans pour la renaissance du 17 octobre 1961, pendant la mémoire. Euh, D'autres connaissent moins bien mon engagement auprès du combat du peuple kanak depuis plus de 40 ans. J'ai été amené à connaître ce pays et les militants de l'époque, il y a plus de 40 ans. L'engagement de l'AISDPK, une association qui existe depuis 1940, 1940. 1982 a été constant. Et ZPK, c'est l'association Information et Soutien aux droits du peuple kanak, qui a été présidée pendant de très longues années par notre ami Jean-Jacques de Félix, qui était aussi vice-président de la Ligue des droits de l'homme. À la table, on va commencer par Nathalie Théo, qui est une enfant de Nouvelle-Calédonie, qui est la présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et merci, parce que c'est important, un événement comme ça, que la présidente de la Ligue des droits de l'homme puisse être ici, d'autant plus que tu as un lien plus que fort avec ce pays. On a Benoît Trépied qui est anthropologue, chargé de recherche au CNRS, qui connaît le droit kanak, mais pas seulement le droit kanak, qui connaît l'histoire et le combat du peuple kanak. Nous avons Daniel Wea, qui lui est un enfant, alors j'ai enfant, je parle un petit peu, parce que voilà, qui est un enfant d'Ouéa, qui préside et qui est sur les routes en permanence, eu égard aux Pyrénées qu'on a une quinzaine de prisons françaises qui préside au mouvement des Kanaks de France. Et nous avons Isabelle Lebris, qui est la coprésidente de la SDPK, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a une émérite. Voilà. Et vous méritez tous, de toute façon. Voilà, qui a commis de nombreux ouvrages sur la Nouvelle-Calédonie, qui anime le blog sur Mediapart de la SDPK et qui connaît aussi depuis plus de 40 ans la Nouvelle-Calédonie, puisque on a eu cette chance, il y a 40 ans, de rencontrer et de cheminer dans le combat avec Jean-Marc Chibaou, avec tous les dirigeants de l'époque qui ne sont plus aujourd'hui. Moi, ce que je propose dans cette table ronde, au lieu que ça soit un meeting déclaratif, c'est qu'on donne à comprendre, expliquer toujours ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, ce combat. Et donc, je vous propose à tous les quatre trois interventions. La première intervention, c'est votre regard et votre point de vue sur les 30 ans des accords, hein, accord Matignon jusqu'à accord de Nouméa, les 30 ans des accords. Le deuxième module, ça serait définir référendum en 2018, en désaccord, jusqu'au guillemets pour troisième référendum. Hein, voilà.
Et le troisième module, c'est de mai 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et on prendra aussi un petit temps sur la nécessité de, nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des responsables associatifs, de parler de la nécessité de la solidarité. La solidarité avec le combat du peuple kanak et la solidarité avec les familles et les prisonniers qui sont français. Donc, on va commencer sur ce point de vue sur les 30 ans des accords Matignon-Nouméa. On va commencer dans l'ordre. Je pourrais commencer par les dames, mais comme nous sommes pour l'égalité, on va commencer par Benoît. Ou- Lionel, voilà. Benoît, tu commences. Mais dans le deuxième, on fera l'inverse. On parle combien de temps, chacun? Euh, 5 minutes? 5 minutes. Ouais, ça. Ok. 7 minutes, c'était 7-14. Ok. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour l'invitation, hein. Je suis très, très heureux d'être parmi vous ici. Alors, en 5/7 minutes, mon sentiment sur la période des accords. Juste pour mémoire, hein, vous savez sans doute que la Calédonie a été secouée par des affrontements, il y avait les atours d'une guerre civile dans les années 80 et que l'opposition, elle était très, très marquée entre deux blocs politiques, les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et ces deux blocs étaient quand même très largement sur des frontières ethniques, même s'il y avait des exceptions dans les deux camps. Mais en gros, c'était l'immense majorité des Kanaks qui étaient du côté indépendantiste et l'immense majorité des non-Kanaks qui étaient du côté ce qu'on dit aujourd'hui loyaliste, avec cette particularité essentielle, je ne vais pas du tout faire un cours d'histoire, mais que la Calédonie a été une colonie de peuplement. C'était une des deux seules de l'Empire français avec l'Algérie, ce qui explique qu'il y a eu des vagues de peuplement où on a planté du blanc et que les Kanaks sont devenus finalement minoritaires dans le pays, puisque depuis les années 70, ça représente grosso modo 40% de la population. Ce qui fait que si vous posez la question, si vous faites un référendum local sur l'autodétermination en demandant aux gens au nom du droit du droit de la République, un homme égale une voix, à tous les citoyens français installés en Calédonie, êtes-vous pour ou contre l'indépendance? Eh ben, les Kanaks sont minoritaires, les indépendantistes sont minoritaires, et donc le non remporte, ce qui fait que ça ne règle rien. Donc c'est pour ça qu'au départ, les Kanaks disaient, nous sommes les seuls habilités à nous prononcer sur l'indépendance en tant que peuple autochtone colonisé, et parce que le droit à l'autodétermination, ça ne concerne que nous, ça ne concerne pas les colons. Et donc il y avait la confrontation de ces deux logiques politiques entre le droit autochtone du peuple kanak à l'autodétermination versus un homme égal une voix, la République française. C'est sur ce point-là, très largement, que les gens se sont entretués et puis sont arrivés à un compromis progressif qui est la délimitation du corps électoral. On en reparlera plus tard, mais c'est justement ça qui a touché récemment le gouvernement, Macron, Metzdorf, et c'est ça qui a remis le faux. Donc, ils sont arrivés à un accord de Matignon de 88, dont le principe était de repousser à 10 ans l'indépendance et à mettre en place des politiques volontaristes de rééquilibrage au profit des Kanaks, politiques, économiques, sociales, culturelles, etc. Et derrière ça, en 98, à la place de poser la question du référendum pour ou contre l'indépendance, ils ont refait un nouvel accord politique, l'accord de Nouméa, qui a organisé, et le mot est dans le texte et l'accord de Nouméa est dans la Constitution, a organisé un processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, progressif, processus de décolonisation qui passe par plusieurs éléments. D'abord, ils ont repoussé de nouveau la question de l'indépendance à 15 ou 20 ans. Donc, le référendum final a finalement eu lieu là, au tournant des années 2020. Ils ont, il y a eu une reconnaissance officielle de l'identité kanak, c'est le point important, par différentes mesures politiques, au niveau des terres, au niveau de la culture, au niveau du droit, etc. Il y a eu un transfert progressif et irréversible des compétences exercées par l'État à un gouvernement local, forcément collégial, qui fait que la Calédonie a pris une forme d'émancipation dans le cadre de ses politiques publiques et qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de compétences qui sont encore exercées par l'État français. Donc, vous voyez, sur une émancipation graduée, progressive et réversible de restitution de compétences. Et puis le dernier point central, ça a été qu'ils ont construit une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, à l'intérieur de la citoyenneté française, mais possiblement appelée à devenir une nationalité. Et cette citoyenneté de la Calédonie, elle ouvre à des droits politiques
et sociaux dont les non-citoyens calédoniens sont privés, même s'ils sont des citoyens français qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc, il y a deux catégories de citoyens français en Calédonie. Il y a les citoyens français qui sont citoyens calédoniens et les citoyens français qui ne sont pas citoyens calédoniens. Ces droits sociaux, c'est que d'une part, il y a une loi de protection de l'emploi local qui dit qu'à compétence égale, ce sont les citoyens calédoniens qui doivent être privilégiés versus des citoyens non calédoniens. Et puis, il y a des droits politiques, c'est que seuls les citoyens calédoniens sont autorisés à voter aux élections provinciales qui font le congrès, qui font le gouvernement, donc en gros les élections qui comptent politiquement dans le pays. Et ça, les citoyens français non citoyens calédoniens ne peuvent pas voter. Là encore, c'est ça qui a mis le feu aux poudres récemment à cause des mobilisations de ces gens qui disent c'est pas normal qu'on ne puisse pas voter. Bon. Et dernier point d'exposé, le périmètre de cette citoyenneté calédonienne, précisément, c'est celle des gens qui sont autorisés à voter. C'est celle de la liste électorale pour les provinciales. Et ça englobe à la fois tous les Kanaks et puis ceux qu'ils ont appelés historiquement les victimes de l'histoire, c'est-à-dire tous ceux qui sont arrivés, dont les familles se sont implantées dans le pays, qui n'ont pas choisi d'y naître et qui n'ont pas d'autre horizon, pas d'autre patrie affective que la Kanaki, les descendants des colons, des bagnards, les descendants des ouvriers indonésiens, chinois, et puis après, plus tard, les vagues de migration venant de Wallis et Futuna, de Tahiti, etc. Et la limite, elle a été fixée, donc au terme, je vous dis, des affrontements, des morts, des compromis politiques, ça a été très difficile à. Et donc au final, la frontière de cette citoyenneté calédonienne, ça englobe tous les citoyens français installés en Nouvelle-Calédonie avant 98 et justifiant de 10 années de résidence. C'est fou, hein, j'essaye de ne pas faire d'exposé, puis en fait, je me. Mais c'est vrai que ça pose les données et voilà, le contexte historique. Donc, si vous êtes arrivé en Calédonie en 95, vous êtes devenu citoyen calédonien depuis 2005. Si vous êtes arrivé en 98, 2018, mais après, on arrête. Ceux qui sont arrivés, c'est-à-dire l'idée, c'est que si vous êtes arrivé en Calédonie après le début du processus de décolonisation, eh ben, en fait, vous êtes censé savoir que vous êtes arrivé dans un pays qui est en voie de décolonisation, que vous ne faites pas partie de cette histoire. Ça, c'est ça qui a été dealé jusqu'à la fin des accords. Bon, voilà. Donc, voilà le canevas général. L'idée derrière, c'était le pari de la décolonisation originale de la Calédonie, c'est cette citoyenneté calédonienne, c'est-à-dire une espèce de dynamique de réconciliation entre le peuple colonisé et les descendants des colons. Et donc, on a beaucoup parlé pendant cette période de la construction du pays. Hein, parce qu'ils n'arrivent pas à tomber d'accord sur le nom. Les Indices Kanaki, les autres Calédonie, etc. Ils n'arrivent pas à tomber d'accord sur un drapeau commun. Mais par contre, il y a cette dynamique de dire on construit le pays, on développe le pays ensemble, on se rapproche et on essaye comme ça de tourner la page du contentieux colonial. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? En un mot, c'est vraiment très difficile à dire. Hein. C'est un peu la politique ou le regard du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a eu énormément de transformations sociales, de fragmentation sociale, une montée des mixités sociales, etc. Donc, il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru. D'un autre côté, on a vu aussi se reproduire des formes de discrimination, des inégalités sociales qui sont avérées statistiquement, qui se creusent, des formes de racisme, etc. Et globalement, moi, mon idée, c'est qu'il me semble que en Calédonie, y compris pas parmi les citoyens calédoniens, il y a vraiment deux catégories de gens. Il y a des gens qui ont joué le jeu de l'accord, des accords, qui ont joué le jeu de la construction du pays, se sont rapprochés des Kanaks et qui ont dit, OK, en fait, finalement, c'est une espèce de chance historique qui nous est donnée d'inventer une nouvelle forme de décolonisation inclusive qui nous inclut, et on se sent tous appartenir de ce même pays, et grâce à ça, eh ben, on construit notre émancipation ensemble, qu'on soit pour une indépendance sèche, en partenariat ou pas, mais en tout cas, on œuvre dans ce sens-là. Il faut dire que ça, c'est notamment une politique qui a été très fortement portée en province nord, dirigée par les indépendantistes, mais où il y a des caldoches. Et en fait, en province nord, il est très frappant de voir que les caldoches, ceux qui étaient loyalistes dans les événements, en fait, ils se sont pris au jeu parce que n'ayant pas le choix. Donc, pris au jeu de cette construction, notamment du développement de la région de Koné avec le projet de l'usine Lumière, etc. Et d'un autre côté, il y a dans ce pays des gens qui ont continué business as usual en se disant super, la paix est revenue, c'est très bien pour les affaires d'ailleurs, la défiscalisation, pas de pain, couffin, on peut continuer à s'enrichir. Et ça s'est beaucoup concentré sur Nouméa, puisqu'en fait,
une des politiques de compromis, ça a été de dire bah, la province Nord et Île, c'est pour les Kanaks. Et la province Sud, où il y a l'immense majorité de la population de Kanak, ça devient un fief loyaliste. Et en fait, il y a eu malgré tout une espèce de logique un peu de fort à l'amour, de citadelle assiégée, de dire bon bah au moins chez nous là, à Nouméa, on verrouille et puis les circuits de l'économie de comptoir se maintiennent, le clientélisme politique, etc. Or, simultanément, Nouméa est devenue de plus en plus une ville kanak. Et on n'est pas loin d'avoir la moitié de la population kanak désormais qui vit à Nouméa, avec maintenant plusieurs générations. Hein. Ce n'est pas une question d'exode rural, c'est des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 générations. Ils sont des gens de la ville, mais la ville est à pas mal d'égards, ils ne sont pas les bienvenus dans cette ville, quoi, à certains égards. Et c'est aussi pour ça que la cocotte minute, là où elle a explosé, c'est à Nouméa. On y reviendra plus tard. Donc voilà ce que je peux dire sur la période d'accord, à mon avis, c'est mi-figue, mi-raisin. J'en reste à cette conclusion dessus. Donc, Nada, tu as lu les 20 dernières années, les accords de 98-2018, ton regard, ton point de vue, ton ressenti. Merci pour l'invitation déjà. Et mon ressenti est que c'est parti sur des drames tout de même, hein, parce que c'est le drame de la colonisation. Une colonisation particulièrement dure. Je le dis parce que je pense qu'il y a eu un génocide en réalité. Mais voilà, comme on n'a pas de recensement, c'est compliqué d'en parler, de savoir exactement ce qui s'est passé. Je veux dire combien il y a eu de tués, mais c'était quand même la volonté d'éliminer le peuple kanak. Hein. Il y a eu des décisions de prise, de faire tuer. Bon, et puis, il y a eu aussi le fait que le désespoir fait qu'on ne veut plus d'enfants. Ça joue beaucoup hein, dans un peuple quand on est acculé au désespoir, d'autant plus que les colons, ce sont des cultivateurs, des éleveurs, pardon. Donc, ça veut dire qu'on laisse paître le bétail et donc, même si les terres n'ont pas forcément été prises, de toute façon, ils sont obligés de partir, en tout cas sur la grande terre, parce que c'est pas la même chose sur les îles, vu que les îles, c'est resté kanak. Tandis que sur la grande terre, il fallait partir dans la montagne, parce que de toute façon, sinon les cultures étaient mangées. Donc, c'est une colonisation très dure. Où il y a eu des réserves, c'est-à-dire où on a dit au Kanak, vous restez dans vos réserves. À la fois, ça a protégé aussi l'identité kanak, pour voir aussi le côté qui a été, c'était pas voulu, mais ça s'est fait. Donc, on est sur un racisme qui est particulièrement virulent. C'est un racisme colonial. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais au lycée. Hein, c'est ce que je voyais. D'ailleurs, il n'y avait pas de kanak. Il y avait deux professeurs kanak qui étaient Élie Poigoun et Paul Niaoutine. Paul Niaoutine qui est toujours président de la province Nord et Élie Poigoun qui a été président de la Ligue des droits de l'homme de Nouméa, qui a participé à créer, à l'époque c'était une section de la Ligue avec mes parents d'ailleurs, et avec Jean-Jacques Bourdina, avec d'autres, François Burck, mais qui maintenant, cette section est devenue une ligue indépendante depuis les accords de Nouméa. Suit justement le fait que on n'est plus, ça ne dépend pas de la France, c'est indépendant. Donc, pourquoi je parle de cette colonisation dure? C'est parce que en plus de cela, il y a eu près de 90 morts au moment de la guerre dont il a été question. Je dis tout ça parce que ça permet aussi d'avoir un peu d'espoir, dans la mesure où, alors même que ça a été aussi violent, aussi dur, l'identité kanak complètement nulle. Et c'était une des grandes revendications, que la culture kanak soit reconnue. Vous relisez le préambule de l'accord de Nouméa, c'est dit expressément qu'il y a une question de dignité. Et donc tout cela, malgré le fait qu'il y ait ce fait colonial particulièrement violent, il y a quand même eu la possibilité d'un accord. Et ça, c'est symbolisé par la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur à l'époque, c'est-à-dire le dirigeant FNLKS, qui est le parti, c'est une coalition en fait, hein, c'est une coalition de partis. Et c'est la coalition historique qui a mené la lutte et qui a ensuite signé les accords. Et puis Jacques Lafleur, qui était le représentant de ceux qu'on appelle là-bas les loyalistes, c'était le RPCR à l'époque.
Et donc, ça, Jean-Marie Dubord, il a payé de sa vie. Puisque ceux qui n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on fasse un accord inclusif, justement, avec la création d'une identité calédonienne, eh bien, il a été assassiné. Ça signifie que depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu véritablement rattrapage? La France n'a pas non plus joué le jeu des accords. C'est-à-dire le fait qu'il faille rattraper au point de vue économique l'inégalité évidente qui est liée à la colonisation, hein, l'inégalité dans laquelle se trouvaient les Kanaks, et ça économique, j'entends. Alors, il y a bien sûr eu le soutien pour le nickel, mais c'est une politique qui a été menée avec la construction de l'usine du Nord, notamment, mais c'est un coup sur le nickel, c'est un pari aussi, et ce pari aujourd'hui est largement perdu. Et notamment parce qu'aujourd'hui, bon, j'anticipe un peu, mais aujourd'hui, la France investit en Indonésie pour le nickel. Donc, ça signifie aussi que c'est des choix politiques qui sont faits. Et choix politiques qui sont faits vis-à-vis des questions. Il y a eu beaucoup de formations, etc. Alors, il faut que je m'arrête aux accords de Nouméa, c'est ça? Oui, ouais. C'est ça. Alors, du coup, je ne Non, peux pas. en tout cas, les accords de Nouméa à 98 jusqu'à 2018, le premier référendum. Ah, c'est depuis l'accord de Nouméa? Je n'avais pas compris. Si, si. Ça- ça- 98, 2018. D'accord, ça change tout. Et pardon, alors je vais parler parce que moi je croyais que c'était jusqu'à l'accord de Nouméa. Bon, bah alors du coup, il y a eu quand même beaucoup de formations de jeunes qui a eu lieu. Maintenant, il y a aussi beaucoup de jeunes Kanaks qui restent en France une fois leur formation faite. Ça veut dire aussi qu'il y a un manque de personnes qualifiées en Calédonie. Et bah, du coup, je vais tuer parce que je suis désolée, je n'avais pas compris ce que tu voulais. Donc, on est sur le fait que bah, depuis l'accord de 98, et la France a effectivement freiné la mise en place de ces accords qui impliquait une forte mobilisation et localement et de la France pour que ce soit réellement applicable au sens de devenir, pour avoir une pleine souveraineté, il faut rendre les choses possibles et transférer non seulement des compétences, mais aussi des moyens. Donc ça, on peut dire que la France n'a pas tout à fait joué le jeu, hein, c'est un peu la question. Et, en revanche, on peut aussi dire que jusqu'à récemment, le Congrès et le gouvernement étaient aux mains des indépendantistes. Donc il y a aussi la question de la façon dont localement on a mis en place ou non les accords. On a dit qu'il y avait pas de drapeau, qu'il n'y avait pas, etc. Mais il y a quand même, il y a une devise, terre de parole, terre de partage. Donc c'est aussi cette idée de partage hein, qui est mise en avant. Et puis un hymne, mais qui n'est quasiment pas repris. Donc voilà, c'est pas du tout mis en place. Je vais m'arrêter là puisque tu me demandes. Bon, c'est moi qui ai été confus. Voilà. Là, on est à la veille de 2018, tout ce qui s'est passé avant, les accords. Isabelle, une petite précision par rapport à tes deux professeurs que tu as cités, Élie Pouliou et Paul Miaoutine. C'était les deux premiers et seuls professeurs Kanak en Nouvelle-Calédonie. Paul Miaoutine était professeur d'économie et Gwendolen Goon était professeur de mathématiques qui ont été révoqués. Hein, ils ont été révoqués par le gouvernement de Giscard d'Estaing et ils ont été réintégrés seulement à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80. Donc, quoi, des fois, la gauche peut être critique. Et ben voilà une transition parfaite. Moi, je voulais revenir sur le fait que toute l'histoire de la période récente, depuis les événements jusqu'à les événements de 84, donc je parle, jusqu'à maintenant, c'est aussi toute une histoire de non-respect des paroles données par nos gouvernants ici en France. Parce que si on remonte en 81 à l'élection de François Mitterrand, il avait il s'était engagé très fortement pour l'indépendance kanak à l'époque, quand il était candidat à l'élection présidentielle. Une fois élu, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une avis des Roches, parce que quand même, l'élargissement du corps électoral au non-kanak a été quand même acté à Naville-les-Roches par les indépendantistes en juillet 83.
Donc, moi, j'ai jamais entendu dire en Calédonie, quand j'étais en 83, 84, 85, que l'indépendance n'était que pour les Kanaks, hein. J'ai toujours entendu dire qu'ils voulaient être reconnus comme le peuple autochtone et se donner le droit d'accueillir les gens, etc. Et ils ont toujours élargi la notion aux victimes de l'histoire, c'est-à-dire tous les gens qui sont arrivés en Calédonie par la colonisation, pas de leur propre volonté, mais les descendants de tous ces gens-là, qui étaient les Bayards, les premiers colons, etc. et tout. Donc, les Kanaks n'ont jamais eu une vision, comment dire, ethnique de l'indépendance. Là-dessus, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quand même ce que disent les loyalistes et c'est complètement faux. Ensuite, 84, pourquoi il y a eu novembre 84? Parce qu'il y a eu un énième statut proposé à la Nouvelle-Calédonie qui ne prenait pas en compte les revendications des Kanaks, notamment pour arriver à une indépendance, et qui était un statut qui était pas du tout de large autonomie, comme on aurait pu donc c'était le statut Lemoine. Donc il y a eu un vote sur ce statut le 18 novembre 84. Il y avait eu de nombreuses alertes par les responsables politiques kanaks et compagnie pour dire qui ne voulaient pas de ce statut, que ce n'est pas du tout ça qu'ils attendaient. On ne les a pas écoutés une fois de plus, parce qu'on ne les écoute jamais finalement. Moi, je me rappelle, Jean-Marie Tchibaoui disait à l'époque, je raconte toujours la même chose, je ne suis pas entendu, ils ne comprennent pas. Voilà, à chaque fois qu'il venait ici, c'était ce qu'il disait quand il sortait de ses rencontres avec tous les politiciens de métropole, de gauche, de droite, enfin, tout azimut. Et donc, il y a eu ces barrages qui, à l'époque, étaient donc sur l'intérieur de la Grande Terre, donc finalement qui ne gênaient que très peu Nouméa. Euh, et c'était donc une révolte qui était. On barrait les routes, mais c'était pas si dramatique que ça. Il y a eu des échauffourées, oui, bien sûr, mais c'était bien moins que ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Et on est arrivé, donc, Pisani qui propose un statut de large indépendance rapide en 85, qui avait été envoyé par Mitterrand, qui a été retoqué par le Premier ministre Laurent Fabius à l'époque, qui est devenu le statut Fabius-Pisani, qui a créé les régions, 4 régions en Nouvelle-Calédonie à l'époque, et qui a préfiguré maintenant ce qu'on appelle les provinces. 88, à nouveau des élections. Et là, il a fallu marquer, ils ont voulu marquer, les Kanaks, les indépendantistes ont voulu marquer un coup de semonce. Ils ont pas, il s'est passé UVA, bien sûr, mais c'était pas prémédité de tuer les gendarmes, de les prendre en otage. Ça a été un concours de circonstances qui ont fait que quand ils sont rentrés dans la gendarmerie, les gendarmes avec qui ils plaisantaient tout le temps, à qui ils allaient vendre leur pêche, eh ben, ils se sont défendus. Donc ça a été un engrenage, voilà. Suite à ça, mission du dialogue envoyée par Rocard, qui aboutit aux accords de Matignon-Oudinot. Donc la création des provinces, après un an d'administration directe pour apaiser la situation, reprendre les choses en main de la part de l'État. Et donc ces accords étaient pour 10 ans. En 98, renégociation pour partir pour une période de quasiment 20 ans. 20 ans. Donc, c'est à chaque fois un éternel, un pas en avant, deux pas en arrière, depuis toujours. Le racisme en Calédonie, moi, depuis que je vais dans ce pays, donc en 83, il a toujours existé. Moi, je me rappelle, quand j'arrivais à Nouméa avec des Kanaks en 85, je rentrais dans un magasin avec des copains Kanaks et tout, on ne me servait jamais parce que j'étais avec des Kanaks. Parce que Nouméa, quand même, c'est la ville blanche, quoi. Nouméa, la ville blanche, c'est son surnom. Et donc, quand on circule avec, à l'époque, quand on circule avec les Kanaks, on était vraiment moins que rien, quoi. Et donc, quand je me suis enfin, quand j'ai alerté le commerçant en disant, mais pourquoi je ne me suis pas servi? Il me dit, mais parce que vous êtes avec des Kanaks. J'étais avec une robe popinée, comme on met là-bas, etc. Enfin, bon. Cette situation n'a jamais changé. Les accords de Nouméa ont été signés, c'est sûr. Moi, je ne sais pas quelle était comment dire, la, les arrière-pensées de Lafleur quand il a signé, quand il a fait la poignée de main. Ce qui est sûr, c'est que chacun a signé pour arriver au but qu'il avait depuis toujours, les Kanaks pour l'indépendance, les Kanaks, enfin les indépendantistes pour l'indépendance, les loyalistes pour que la Calédonie reste française. Chacun a fait le pari sur l'avenir. Et donc, ça a avancé sur 2 lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Et le problème, il vient de là, une fois de plus. Et donc, les référendums,
les référendums. Premier référendum, un score quand même très apprécié. On va en parler après. Mais donc, moi, je reviens là-dessus quand même, c'est qu'à chaque fois, c'est le manque de la parole donnée, c'est le manque d'impartialité de l'État qui fait que la Calédonie recule tout le temps et qu'on n'arrive pas à une situation. Aujourd'hui, ça doit être l'indépendance, il n'y a pas d'autre solution. Alors, donc, c'est les 20 ans des accords. Et ensuite, Daniel, pardon de ne pas avoir donné la parole le premier. Hein, voilà. Et ensuite, tu vas avoir doublement la parole parce que tu vas parler du premier référendum. Donc là, c'est la suite de Benoît, Nathalie, Isabelle, les 20 ans, ton point de vue, ton regard, ton appréciation sur les 20 ans. Et tu pourras enchaîner sur le premier référendum du 4 novembre 2018. Donc, tu auras doublement du tout. Et après, on va parler. Merci, Mehdi. Je te remercie pour l'association collective de nous avoir invités. Michael, c'est toujours avec humilité et respect que, avant de prendre la parole, vous parlez de nous. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent chez nous, c'est les mots de passer deux fois de raconter nous-mêmes notre histoire. Les conditions actuelles de nous traversons notre pays nous obligent à prendre la parole, à dire dans des espaces nous en qui sont devant nous pour pouvoir dire aussi notre réalité à nous et puis mais aussi notre vision. Avant de parler du sujet, je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui ont quitté, qui ont laissé leur vie durant ces dernières révoltes en Kanaky. Je pense aussi à tous nos prisonniers qui sont ici en France et aussi en Kanaky. On aimerait bien aussi, au nom de mon Kanak en France, mais aussi au nom de tous les vieux et tous les papas et les mamans au pays, rendre hommage à un vieux qui a beaucoup aussi œuvré pour la Kanaki et qui a, à un moment donné de son histoire, de l'histoire de la France et la Kanaki, venu au pays pour nous accompagner nos vieux pour la lutte du non-violente. En hommage à Hervé Haute qui nous a quittés la semaine dernière. Et voilà, une pensée à la vie parce que et tous nos vieux ici qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Je vais pas refaire l'histoire de la Kanaki, tout a été présenté, je pense brièvement les étapes de notre histoire. Je vais parler des 20 dernières années. Euh, Moi, j'étais parmi ceux qui ont contré les accords de Matignon, qui n'ont pas voulu accepter les accords de Matignon de l'époque, où on est resté dans les écoles populaires kanak jusqu'en les années. On a poursuivi au boycott actif lancé par le FLNKS en 84, justement par rapport à ces répressions politiques de la France dans notre pays. Donc, après cette boycott actif de 84, il y a eu la création des EPK et la création de comités de lutte dans chaque région. Moi, je suis originaire de Gossana, Yaï, là où il y a eu les événements. Euh, Quand il y a eu les accords, ben, nous, on n'a jamais accepté les accords de Matignon. Euh, Peut-être à l'époque, on était encore enfant, mais l'analyse de nos pères et de nos vieux à l'époque, c'était, ils n'avaient pas confiance des accords de Matignon à l'époque. D'où la dureté des deux congrès du FNKS pour la signature des accords de Nouméa, pour le retour de nos représentants politiques, dont Jean-Marie Tjibaou, pour tenter d'expliquer réellement l'objet de la perspective donnée des accords de Matignon à l'époque et qui a vu le congrès du MKS à Goussana a engagé notre accord que l'on appelle Oudino. Donc, on ne peut pas parler de l'accord Matignon sans parler de l'accord Oudino, parce que l'accord Oudino vient compléter justement l'accord de Matignon
pour insister sur la question de la décolonisation et le droit à l'indépendance de la Kanaki, bien après les accords de Nouméa. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées entre nous, les Kanaks, parce que il y a eu la mort de pas Jean-Marie Tchibo, pas Yewini, qui a été assassiné par mon père, mais c'est ça aussi l'histoire de notre pays. Dieu merci parce que nos vieux ont pu nous emmener dans des chemins du pardon, de la réconciliation, pouvoir continuer à mener nos combats. Pour cela, je voulais juste, avant de donner mon point de vue sur les 20 ans, lire cet alinéa que j'ai tiré sur le préambule des accords de Nouméa, qui stipule la colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak et l'a privé de son identité. Les hommes et les femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. Des grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. Quand on lit cette linéaire que j'ai tiré du contexte du préambule, en lien avec le contexte aujourd'hui au bout de 20 ans, et justement aussi la transition des accords du référendum, je me demande si la France avait vraiment la volonté de décoloniser notre pays. Parce que pourtant, cette préambule est inscrite dans le statut de la Constitution française. Parce que quand il rappelle dans cette, euh, dans cette préambule de faire mémoire de l'histoire, nous les Kanaks, on nous accuse souvent parce qu'on cultive une tradition de la mémoire. Quand on parle, on ne peut pas parler du présent sans parler du passé. Parce que justement, le passé nous sert aussi à construire l'avenir. Quand Jean-Marie Tjibaou disait au peuple kanak, dans un congrès de Philen, aujourd'hui, ce discours est caricaturé ou interprété d'une manière racisme. Quand Tjibaou dit l'identité du peuple kanak est devant nous, c'est pour dire qu'il y a une philosophie kanak qui dit voilà, il faut construire l'identité, mais aussi construire à partir de son histoire à lui, du peuple kanak. Et c'est ça aussi qui complique. Et moi, pour revenir à la question des 20 ans, je pense que la question de 20 ans, les 20 dernières années, on n'a pas su tirer notre leçon de cette histoire du passé. Parce que la force le colonialisme, il existe toujours chez nous. Certes, on a signé des accords de Nouméa, Matignon, Dino et Nouméa après pour engager cette démarche processus de décolonisation. Mais le souci, c'est on a été toujours façonné d'un système qui est animé par un système colonialiste, qui a créé justement, qui disait Benoît, sur la ségrégation, comment la société a continué, même si on a avancé sur les transferts de compétences, mais le système social a toujours euh, fonctionné de manière à mettre le canard à l'écart. Quand tout à l'heure, Madame Théo disait qu'en Kanaki, il manque des cadres. C'est pas que Kanaki il manque des cadres, c'est pas que des Kanaks qui sont ici en France, qui travaillent ici parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Non, c'est parce que les Kanaks n'ont pas accès aux dépôts de responsabilité en Kanaki. Les Kanaks ont toujours mis de côté et la protection de l'emploi local est aussi inscrite dans les accords de Nouméa. Mais on n'a pas su protéger jusqu'à aujourd'hui. La révolte de nos jeunes aujourd'hui, mais ça, on peut en parler sur la troisième partie, mais aussi de la conséquence de ce système social qui a été façonné par un système politique colonial jusqu'à aujourd'hui. Le délinquant chez nous, il n'y a pas de délinquant, mais c'est le système colonial, c'est un système colonial qui a fabriqué des délinquants chez nous. C'est une manière de pointer nos jeunes quand on parle de racisme. Les derniers 20 ans, on dit toujours que les Kanaks, c'est des racismes. Non, non, on réclame nos droits. Mais si on parle du racisme, pourquoi les Kanaks n'ont pas accès aux responsabilités au pays? Pourquoi en 2022, en 2018,
on est obligé de bloquer les routes à Nouméa par le STKE pour qu'un Kanak, un cadre Kanak, lui, le président de la DITROT en Kanaki. Et qu'on privilégie un Français qui vient d'ici pour prendre un poste là-bas. C'est ça la réalité des 20 ans. Est-ce que ces 20 ans ont été pour nous positifs? Moi, je dirais que on peut dire oui et non, parce que le résultat aujourd'hui, il est. Voilà. Où sont nos jeunes aujourd'hui? Le Kanak aujourd'hui continue à compter ses morts. Le Kanak aujourd'hui a été déraciné, déporté de chez lui parce qu'il réclame sa revendication pour ses droits à accès à l'indépendance. C'est ça le résultat des accords. Et pour répondre à ma question tout à l'heure en introduction, les accords ont été signés. Nos vieux ont donné leur parole, mais l'État français n'a jamais respecté sa part de sa responsabilité. Quand il dit dans cette alinéa de se servir, de reconnaître ses fautes, est-ce que lui, il a reconnu ses fautes durant ces 20 ans? Non. Ben, pour revenir au troisième référendum, au premier référendum des accords, pour faire la transition sur le deuxième point, c'est que moi, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas voulu voter premier référendum. Pourquoi? Parce que on défendait l'idée que la CANAT doit inscrire automatiquement des listes des, de la liste électorale pour le référendum. Alors que l'État veut qu'il y ait une procédure à faire par rapport, on sait très bien la, le contexte de la Kanaki, l'éloignement des tribus, la difficulté de se déplacer nos gens. Donc on s'est dit non. Normalement, dans les codes, dans le droit international, pour rappeler que notre pays a été inscrit dans les pays à décoloniser. Normalement, ce sont les peuples autochtones qui doivent décider eux-mêmes, par eux-mêmes de leur avenir. Mais comme disait Isabelle tout à l'heure, c'est qu'en 84, 83, le vieux, quand en répondant, quand Mitterrand posait la question à Yann Tchéléné, choisissez-vous l'indépendance ou la départementalisation? Le vieux Yann Tchéléné a choisi l'indépendance. Et Chibaou dit non, l'indépendance, ok pour l'indépendance, mais on doit reconnaître aussi les victimes de l'histoire. C'est pour ça qu'ils participent aujourd'hui avec nous dans ces trois référendums. Deux référendums que nous, on reconnaît qu'il y a eu que deux référendums parce que le troisième, pour nous, a été volé. Donc, c'est pour la raison que le premier référendum, on, on essaie déjà de montrer la mainmise de l'État dans ce processus, alors qu'il devait être neutre dans l'accompagnement de la sortie des accords et la décolonisation de notre pays. Donc, on a vu déjà la démarche de l'État de vouloir saboter les accords de Nouméa. Donc, c'est les accords de Nouméa, les référendums, donc pour nous, a été justement la, la, la visibilité de cette politique de l'État colonial de maintenir la Kanaki dans la France. Parce que même si le premier, il y avait un écart entre le oui et le non, même si le oui a augmenté, le deuxième, il y a eu une forte augmentation des indépendantistes pour l'indépendance. Mais le troisième référendum, nous, on a demandé les vœux pour la position de ne pas boycotter, mais de juste prôner la non-participation. La non-participation, il y a une différence entre la non-participation et le boycott. La non-participation, c'est qu'on lèche les gens. On, au début, appelle les jeunes et nos militants de se mobiliser autour des routes avec le drapeau Kanaki et laisser les gens aller voter. Le boycott, c'est 84, vous savez toute l'histoire 84 où Machoro a brisé lui le 18 novembre 84, où on bloquait l'entrée des mairies pour empêcher les votes. Nous, pour le troisième référendum, on dit on ne peut pas parce qu'on était dans le contexte Covid. Et nous, on a une culture chez nous, culture basée sur le lien, l'échange, l'hospitalité. Donc, quand il y a un deuil, il y a une tradition qui se fait pour justement rappeler le lien. Il y a toute une cérémonie, des rituels qui se fait. Pendant Covid, on n'a pas pu le faire. Donc, nos responsables et les coutumiers décidaient de ne pas participer
mais de privilégier justement l'accompagnement des vieux. Mais nous, on a constaté que le soir même, après les votes, malgré la non-participation des Kanaks, le président de Macron a euh, fait un interview à la télé pour annoncer la légitimité de ces trois accords, malgré le fait que nous n'aurons pas à partager. Donc, c'est le troisième accord qui ouvre le chemin un peu d'une posture nouvelle pour nous, Kanaks, hein, pour pouvoir, je pense que les buts ont choisi de revoir comment il faut mener la stratégie pour garder l'esprit des accords, mais on a vu qu'après le troisième référendum, on voit le projet posé par Darmanin, le projet Martyr, hein, projet plusieurs idées pour construire un peu le projet de société. Ou dans ce projet Martyr, la notion de peuple kanak n'y est plus. Et on parle de la nationalité calédonienne. Et ça aussi, c'est un point important que nous, on essaie de nous mène aussi dans des discussions, que nous, l'accord de la décolonisation, mais aussi la nationalité calédonie, n'a pas pour but de tuer l'existence de notre peuple. Parce qu'il faut garder aussi la particularité de notre peuple. C'est les accords qui le stipulent dedans. Et Darmanin, il fait quoi? Ben, il démonte justement, il déconstruit l'idée du peuple kanak pour construire une citoyenneté calédonienne où nous, que peuple kanak, on devient une communauté parmi les communautés en Kanaki. Donc, c'est un peu le contexte de cette troisième référendum et le projet Martyr qui a aussi un peu propulsé aussi le combat de peuple kanak jusqu'à aujourd'hui. Vas-y. Donc, tu as très bien entamé l'histoire des trois référents, des deux plus. Voilà. Donc, 4 novembre 2018, premier référendum à l'issue des 20 ans d'accord de Nouméa, référendum d'autodétermination, avec cette question qui est posée et où les électeurs doivent répondre par oui ou par non. La question qui est posée lors du premier référendum du 4 novembre 2018, qui sera la même lors du deuxième référendum du 4 octobre 2020, qui sera la même sur le référendum kidnappé du octobre 2020. C'est ça? 12 décembre 2020. 12 décembre 2020, voilà. 21. Merci. 21, oui, ça devait être en milieu. La question était, souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et soit indépendante? Voilà. Isabelle. Oui, mais ici encore, quand on reprend sur les référendums, 2018, le score pour le oui, pour l'indépendance était, si je me souviens bien, de 34,7%. 2 ans après, on est monté à 37, 43,57 puis 47,53. C'est plus. c'est ça, non, non, 43, c'est ce que vous voulez dire, je dis 30, c'est 40. oui, oui, Ouais, ouais. tu m'as fait. Et donc, si le troisième référendum avait été maintenu à la date qui était prévue, pour laquelle le Premier ministre Édouard Philippe s'était engagé à ce que le référendum n'ait pas lieu avant juillet 2022, encore une fois, l'État n'a pas respecté sa parole, comme d'habitude. Je veux dire, c'est l'histoire de la Calédonie, quoi, depuis toujours. On s'est arrivé aux 50% de oui, parce qu'avec l'inscription des jeunes qui atteignent 18 ans, qui viennent s'inscrire sur les listes électorales 2 ans après, on aurait obtenu ce score. C'est bien pour ça que les loyalistes ont tout fait pour faire avancer ce référendum à 2021 et en plein deuil kanak, en plein Covid, ce qui fait que, comme le disait Daniel, les Kanaks ont appelé à ne pas participer à ce référendum. Parce qu'une fois encore, on a bafoué une parole, on a bafoué les Kanaks, on ne les a pas respectés. Le discours de Macron à la suite des résultats est une honte. Franchement, c'est innommable de dire la Calédonie a choisi à 97% de rester française. Ben non, franchement, c'est ridicule, quoi. Et toutes les élections qu'on a eues après, jusqu'à la dernière, là, pour les législatives de 2024, les indépendantistes, de façon globale sur l'ensemble de la Calédonie, sur un corps électoral qui n'est pas restreint, puisque ce sont des élections nationales, ont 10 000 voix de plus que les non-indépendantistes.
Donc, la preuve, elle est faite, quoi. Maintenant, il faut donner l'indépendance. Donc, pour revenir un peu sur cette période des accords, moi, j'étais en Calédonie en 2019. J'ai assisté à un débat au Congrès du territoire avec des représentants du commerce, de l'industrie, etc., qui étaient là pour débattre sur l'avenir de l'économie en Nouvelle-Calédonie. Je les ai entendus dire publiquement qu'ils préféraient payer un billet d'avion à quelqu'un de métropole pour le faire venir pour prendre un poste en Calédonie que d'employer un Kanak. Ils l'ont dit. C'est l'histoire de la diplôme égal, etc., l'emploi local, la défense de l'emploi local, ça n'a jamais été appliqué en Calédonie. Jamais. Donc, ça explique aussi le pourquoi, comme le rappelait Daniel, les Kanaks, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. Parce qu'effectivement, comme je ne sais plus, c'est Nathalie qui disait qu'il y a eu la formation de jeunes, les emplois, les 400K, toutes ces cadres à venir, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait, les différents, je ne me rappelle plus des noms de ces différents services qui ont été mis en place pour aider à la formation. Mais ils rentrent au pays, ils se retrouvent, comme on dit, garçon de chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail. Personne ne veut les embaucher, à part la province Nord ou la province des îles, etc., qui, c'est vrai, a fait un effort particulier pour embaucher des jeunes diplômés qui revenaient de métropole. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, pour moi, la période des accords, c'est une période de recolonisation formidable de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que il y avait la paix, il y avait chacun était sur une route différente. Depuis les accords de Nouméa, il y a eu des immigrations en Calédonie absolument fantastiques. Moi, j'ai rencontré des jeunes en Calédonie qui venaient en Calédonie parce qu'elles avaient assisté dans des chambres de commerce en France à des présentations. Allez travailler en Calédonie, il y a de l'emploi. Vous allez, en plus, c'est quand même un beau pays, la vie est belle, on gagne très bien sa vie avec l'indexation des salaires en Calédonie. Donc, pour les gens qui travaillent, la vie est très belle en Calédonie. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est une catastrophe. Je veux dire, l'écart entre des salaires en Calédonie est absolument, entre le bas de l'échelle et ceux qui gagnent bien leur vie, c'est faramineux. Depuis toujours, il avait été dit par les économistes, Jean Fraisse notamment, il fallait désindexer les salaires en Calédonie pour remettre à plat l'économie calédonienne, pour remettre à niveau l'économie calédonienne et faire en sorte que, aujourd'hui, le nickel se casse la gueule en Calédonie parce que le niveau de salaire est tel en Calédonie qu'il n'est plus concurrentiel avec aucun pays du monde qui produit du nickel. Donc les usines ont fermé. Enfin, c'est une catastrophe pour l'avenir du territoire. Donc le rééquilibrage, franchement, moi, c'est ce que j'avais dit en 2019 à l'université de Nouméa, il ne s'est pas fait. Il ne s'est jamais fait. C'est de la poudre aux yeux. Je veux dire, parce que même s'il y a eu un peu plus de Kanaks formés, ou d'Océaniens, parce que je veux dire, il y a eu aussi, il n'y a pas que des Kanaks qui ont bénéficié de ce rattrapage. Il y a aussi les Tahitiens, les Wallisiens, Futuniens, tous les Océaniens qui habitent en Calédonie. Mais ils n'ont pas de travail après. Donc, ça sert à quoi d'avoir un diplôme et de ne pas avoir d'emploi après? Donc, ça, c'est pour moi. Et donc, c'est une reconnaissance fantastique de la Nouvelle-Calédonie avec, je sais pas, moi, je n'ai plus les chiffres en tête du nombre de migrants qui sont arrivés en Calédonie de métropole depuis la période des accords, mais c'est faramineux. C'est faramineux. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu d'intégrer tous ces gens-là dans un corps électoral qui déciderait de l'avenir de la Calédonie, c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Parce que le corps électoral, il bougeait automatiquement dans le cadre de ce qui avait été décidé dans l'accord de Nouméa, avec les nouveaux inscrits, etc., les enfants nés sur le territoire de parents qui avaient suffisamment de résidence, enfin, ça se faisait automatiquement. Mais intégrer tous les nouveaux migrants depuis la période... Pardon. Comment? Je vais te donner la parole. C'est le problème. Donc, mais même, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans un corps électoral qui n'est pas bloqué comme pour les provinces, pour les élections provinciales ou pour les référendums, les indépendantistes ont 10 000 voix de plus que les non-indépendantistes sur le territoire. Donc, pour moi, il n'y a plus de discussion, on doit arriver à l'indépendance. Nathalie. Je crois que ça a été un peu ambigu, en fait, parce que le corps électoral, c'est ce qui a été expliqué, il est gelé pour les élections provinciales. Donc, les nouveaux arrivants ne peuvent pas voter. Bien sûr. Alors, on est d'accord. Hein. Ah non, mais c'est ce que je disais. Ok, C'est ils ne peuvent pas les être nouveaux noyés, c'est pour inscrits, ça aussi les que jeunes ça... nouveaux inscrits.
les jeunes, ceux qui arrivent à 18 ans, qui ont, Ah oui, d'accord, ok. Ceux qui étaient là. qui respectent les conditions nécessaires sont inscrits. Bon, Ils sont nés en Calédonie. d'accord. Donc, euh, bon, déjà, je voulais dire que la Ligue des droits de l'homme a accompagné le processus des accords Matignon de façon forte, puisque c'était un engagement à la fois judiciaire, dans la mesure où il a fallu envoyer des avocats. On lui a un peu expliqué, hein, mon père était le seul avocat qui soutenait le peuple kanak et qui soutenait les indépendantistes, donc du coup, il était tout seul, avec énormément de prisonniers, et c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme a dépêché des avocats. Il y a eu Jean-Jacques de Félis qui en a parlé, mais il y a eu beaucoup Michel Tubiana, donc je lui rends hommage parce qu'il est décédé, qui a été le président de la Ligue des droits de l'homme et qui a été vraiment très, très présent pour aider. Et donc, c'est aussi, il y a eu dans le cadre des accords Matignon-Oudinot dont il a été question, la Ligue a été très, très partie prenante et nous continuons du coup dans cette ligne à défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc le droit à l'autodétermination. Ce qui veut dire que le troisième référendum, où il n'y a pas eu de participation du peuple kanak, eh bien, il ne vaut rien, puisqu'il n'y a pas de. Il ne peut pas du tout être légitime, mais il ne peut même pas être reconnu internationalement, puisqu'il n'y a pas eu participation du peuple autochtone. Donc ça, du peuple colonisé. Donc on est toujours de ce fait dans un processus de décolonisation. Il a bien été dit que l'ONU a inscrit la Nouvelle-Calédonie sur les territoires non autonomes qui sont dans un processus. Et nous soutenons évidemment le fait qu'il y ait ce processus. Et de ce fait, faire comme s'il y avait une sorte de normalisation après coup, que ça re-rentre dans la République et qu'on prévoit justement cette réforme constitutionnelle de dégel en disant ah ben, il faut remettre les choses à plat parce que comme en France, une personne, ben, ça vaut une voix, hein, un citoyen égale une voix, donc on remet à plat, c'est nier en réalité le phénomène colonial. Tout ça, c'est absolument évident. Pour autant, je nuancerai aussi par rapport à ce qui a été dit sur la question de. Il n'y a pas que le fait de la France sur la non-application des accords, notamment l'accord de Nouméa, dans la mesure où, institutionnellement, en tout cas, il a été créé les provinces, il a été créé le Congrès, le gouvernement, et il y a aussi le Sénat coutumier qui a été créé. Donc ça, au moins sur ce plan-là, il y a eu assez récemment, il y a eu la tête de Bataille, le grand chef Bataille, enfin c'était pas un grand chef, c'était un chef de guerre, mais celui qui était vraiment connu comme ayant mené la bataille contre la colonisation en 1878, il y a eu une cérémonie de retour. Je le dis parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça a été vandalisé, hein, en Calédonie. Donc, je le dis parce que je pense que c'est quelque chose qui témoigne aussi de la difficulté à imaginer l'avenir, dans la mesure où le Sénat coutumier, qui a donc été créé les, l'accord de Nouméa, à la fois a des difficultés à se positionner par rapport à l'État français, puisqu'il n'est absolument pas entendu. Et là, ça a été dit par le président du Sénat coutumier au ministre de l'Outre-mer qui est venu, en disant on n'écoute absolument pas nos préconisations pour essayer d'intégrer dans une nouvelle citoyenneté, de faire en sorte qu'il y ait justement la reconnaissance des coutumes, etc. Donc c'est une chose, mais c'est également compliqué de s'insérer dans la mesure où c'est quand même une institution nouvelle. Je le dis parce que notamment ça a été brûlé, hein, la case du Sénat coutumier a été brûlée pendant les derniers événements. Donc c'est pas simple tout ça, hein. Voilà, je voulais aussi dire que institutionnellement, donc ça a été créé, ces provinces, et il y en a deux qui sont aux mains des indépendantistes et qui sont gérées par des Kanaks, c'est la province du Nord. On m'a dit, hein, Paul Miaoutine, effectivement, j'avais oublié de préciser que c'était des Kanakiens. C'est d'autant plus fort que j'étais présente à la première manif pour demander leur réintégration parce qu'ils avaient été révoqués. Donc, comment on les fait pour ne pas les dire? Parce que j'ai l'impression que tout le monde le sait, en fait. Et donc voilà, il y a aussi les îles qui sont aux mains des indépendantistes. Donc, et puis jusqu'à une période récente, il y avait le Congrès et le gouvernement. Donc ça signifie qu'il y a aussi une question
de comment ça se met en place malgré tout. Et on ne peut pas seulement dire, ah, ben, le gouvernement français n'a pas respecté sa parole, c'est une réalité. Mais il faut aussi interroger pour l'avenir, hein, j'entends. Il faut aussi interroger le fait de comment est-ce qu'on veut mener une Nouvelle-Calédonie indépendante ou Kanaki indépendante, peu importe, puisqu'il y a deux termes, effectivement, Paris n'arrive pas à se mettre d'accord en Calédonie. Donc, comment on veut faire que ce soit indépendant, que ce soit inclusif, puisque c'est ça le préambule, on vous l'a lu, et je l'ai là, hein, pour ceux qui voudraient, parce que c'est tellement beau ce qui a été écrit dans ce préambule. C'était une main tendue qui a été faite de la part des Kanaks, et on ne peut que dire, c'était vraiment la promesse de ce qu'il y ait la possibilité pour la France de décoloniser pacifiquement et avec le peuple colonisé et celui-ci qui accepte et qui tend la main vis-à-vis de ceux qui sont là. C'était vraiment beau et la question se pose de comment on va faire aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi plus compliqué de se positionner. C'est parce qu'aujourd'hui, le FNLKS est fracturé. Il y a d'un côté l'Union calédonienne qui a créé la CCAT, la cellule de coordination de l'action de terrain. C'est elle qui a mené les manifestations pacifiques de très forte mobilisation qui n'ont pas été entendues non plus par le gouvernement français, qui a voulu continuer sa réforme constitutionnelle de dégel du corps électoral pour les élections provinciales. C'est uniquement pour les élections provinciales, hein, puisque c'est justement le fait de créer une citoyenneté calédonienne à part. Donc forcément, ça n'est pas pour les élections nationales, c'est ce qui vous a été expliqué. Hein. Ce n'est pas pour lorsqu'on est sur les élections législatives, par exemple. Ce n'est pas le même corps. Et donc là, en voulant continuer de force, forcément, on ne respecte pas la parole donnée. Mais la question est aussi, aujourd'hui, vu que le FNLKS est fracturé, qu'il y a d'un côté le fait qu'il y ait eu les mobilisations non écoutées, ça aboutit à ce qu'il y ait finalement des révoltes lorsqu'il y a eu l'imposition de cette réforme, révolte qui a fait que c'est effectivement, il y a eu il y a 900 entreprises actuellement qui sont détruites, il y a 6 000 chômeurs de plus, c'est la Calédonie et l'économie est exsangue, hein. Il faut être quand même au courant. Bien sûr que c'est venu de ce qui a été imposé par l'État, mais il y a une réalité maintenant de terrain. Et le fait qu'il y ait eu une fracture du FNLKS avec d'un côté l'UC qui a créé la CCAT, qui a fait rentrer la CCAT maintenant dans le FNLKS, alors même qu'il n'y avait pas au dernier congrès les autres partis historiques du FNLKS, c'est-à-dire le PALICA et l'UPM. Ceux-ci se prononcent pour la suspension du coup parce qu'ils ne veulent pas de la CCAT, ils ne veulent pas non plus de ce qui a été comme mot d'ordre, ils n'en veulent pas. Donc du coup, je ne redis là que les communiqués de presse, hein. Je ne suis pas au courant plus que ça. Hein. Et dans les communiqués de presse, c'est on suspend notre participation au FNLKS parce que nous voulons nous voulons pas de la CCAT et nous voulons qu'il y ait une reprise de dialogue dans l'esprit de l'accord de Nouméa et que de ce fait, on aboutisse à une décolonisation avec, ils disent, un vrai transfert de pleine souveraineté avec partenariat avec la France. Voilà, ça c'est la position PALICA-UPM. Et l'UC avait dit récemment que est-ce qu'elle voulait, alors elle est pour la reprise du dialogue, mais elle disait qu'elle voulait une indépendance immédiate. Dans un premier temps, le président, M. Goa, avait dit, de l'Union calédonienne, hein, pas du FNKS, avait dit qu'il fallait l'indépendance pour le 24 septembre 2024. Pourquoi le 24 septembre? Parce que c'est la date de la prise de possession de Nouvelle-Calédonie, donc c'est une date forte, symbolique. Et donc, il avait dit cela, puis après, ça a été dit en 2025, mais ça signifie quand même une indépendance immédiate. Et la question se pose aussi et ça, je suis tout à fait d'accord que jusque-là, tout ce qui avait été dit, c'était la notion de peuple kanak. Ça, c'est la notion du peuple autochtone qui est celui qui doit s'autodéterminer. Ça, c'est le droit international. Mais évidemment, il y avait la construction d'une citoyenneté qu'on pouvait appeler kanak, mais d'une citoyenneté inclusive. C'est ce qui a été dit. Le Jean-Marie Djibang ne cessait de dire, mais être kanak, pour demain, si on crée un pays indépendant, être kanak, mais c'est comme être français. Ben, on peut devenir français. On est bien d'accord. On n'a pas besoin on ne dit pas que c'est fermé. Et ben, de la même façon, il disait,
le peuple kanak, c'est le peuple autochtone, mais la citoyenneté kanak, ce sera ouvert. Et donc, ça, c'est la différence entre les deux. Et donc, ça, la question se pose aujourd'hui. Est-ce que désormais, lorsqu'on veut, quand on dit on veut l'indépendance tout de suite, est-ce que ça signifie, parce qu'il y a plusieurs courants, est-ce que ça signifie que cette fois-ci on ferme la citoyenneté au peuple kanak ou qu'on continue à le garder ouvert? C'est la raison pour laquelle, pour nous, la Ligue des droits de l'homme, autant on a dit, par exemple, qu'il n'était pas admissible qu'on envoie les dirigeants de la CCAT en France, parce que c'est une atteinte vraiment grave de leur droit à leur vie privée et familiale, et c'est une atteinte vraiment grave à leur droit de la défense, et c'est inadmissible, et c'est vraiment une façon pour la justice de se montrer coloniale et de ne pas être impartiale. Nous avons demandé aussi une enquête effective, parce qu'il y a des allégations de violence à l'égard des Kanaks, de la part de forces de l'ordre, mais aussi de la part de milices privées. Il y a des allégations qui sont faites. À partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait une enquête effective. Et ça n'est pas également ouvert, puisque le procureur a refusé. Donc ça, tout ça, ce n'est pas normal, en fait, parce qu'il faut qu'une justice soit impartiale. Donc ça donne l'impression, en tout cas, qu'on est sur une justice coloniale, qu'on reste sur cela. C'est ce qui a été pointé du doigt par les experts de l'ONU. Donc ça, nous le demandons. Nous avons fait beaucoup de recours, je pourrais en parler après, mais en tout cas, sur la question de est-ce qu'on est sur la libération de tous les prisonniers qui sont enfermés actuellement, nous n'appelons pas à cela parce que ce serait être partisan dans la mesure où il y a maintenant une fissure au sein du FNLKS avec des options politiques différentes. Les trois référendums et leur prolongement. On va parler. Oui, alors concernant la séquence référendaire, hein, puisque c'est ça la question, et un peu en écho à ce qu'ont dit mes camarades, la question du rôle de l'État, elle est toujours ambiguë là-dedans. C'est-à-dire que le principe de l'accord de Nouméa, ça a été très largement de déléguer beaucoup de choix de politique aux responsables locaux. Et à mon avis, moi, le, un des éléments incontournables pour comprendre que ce qui n'a pas marché, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas joué le jeu de l'accord de Nouméa en Calédonie, en fait. Ça, moi, personnellement, j'en suis convaincu et je suis convaincu que la plupart des partis loyalistes n'ont pas joué le jeu de la construction de cette citoyenneté et qu'en fait, ils se sont repliés sur leur précaré de la citadelle loyaliste de Nouméa et ils n'ont pas voulu du tout changer de référentiel politique. Et on l'a vu au moment des référendums, puisque face au discours des indépendantistes qui disaient mais allons-y, on s'émancipe ensemble, on construit ensemble notre citoyenneté, etc., le discours en face était un discours hyper rétrograde en disant mais si demain c'est l'indépendance, ça va être le chaos, etc. Un discours très autour de l'assistanat de la France. Il y a eu des clips de campagne qui ont été faits extrêmement indignes, en fait, mobilisant tous les clichés racistes sur les Kanaks paresseux qui ne seraient pas capables finalement de trouver une issue si demain. Voilà. Et là, il y avait un vrai décalage dans le discours politique et c'était assez tragique. Donc, et ça, en fait, il n'y avait pas besoin que l'État français leur dise de faire ça. Ensuite, le gros problème qu'il y a eu, en fait, à mon sens, hein, c'est qu'à partir du moment où il y a eu, où Emmanuel Macron est devenu président et à partir du moment où au gouvernement, en fait, Édouard Philippe a été très investi sur le dossier calédonien. Il a fait ses premières armes avec Rocard, hein, donc il a été aussi marqué par ça. Après Édouard Philippe, le dossier est arrivé complètement en déshérence, en fait, hein. Et là, il y a eu comme notre président sait si bien le faire, une espèce de stratégie disruptive jupitérienne qui a été comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en Calédonie. C'est-à-dire que, et c'est là en fait où il y a eu vraiment un basculement. Pas que l'État était tout blanc du tout, mais ce que je veux dire, c'est que les politiques mises en œuvre et l'engagement de l'État dans le dossier calédonien, il y a vraiment eu un shift après le deuxième référendum. Et qu'est-ce qui s'est passé donc en un mot, premier référendum 2018, donc avec un corps électoral reconnu par tout le monde. Ça, c'était unique, hein. Ça n'avait jamais eu lieu avant. Donc, corps électoral reconnu par tout le monde, premier référendum, tout le monde
les instituts de sondage qui n'en sont pas à une erreur près, et tout le monde disait, bon, voilà, ok, ça fait 30 ans que les accords de Matignon ont été signés, les Kanaks ne sont plus sur cette revendication de l'indépendance, ils sont dans la stratégie de développement économique, patin, couffin, ils vont prendre une veste et ça va faire du 70 non à l'indépendance et 30% oui, quoi, ils vont prendre 25-30%. Donc, au soir de premier référendum, 43% pour le oui, 57% pour le non. Ça a été une divine surprise pour les partisans du oui et ça a été une victoire amère pour les partisans du non, d'autant que l'accord de Nouméa prévoyait que, en cas de non, on pouvait reposer la question 2 ans plus tard. Et en cas de nouveau non, on pouvait reposer la question 3 ans plus tard. Alors, j'aime mieux vous dire qu'au lendemain du référendum, je me rappelle très bien Pierre Frogier, un des loyalistes, qui disait, mais c'est quoi cette histoire? On va quand même pas reposer la question. On lui a dit, mais c'est non, tu as signé l'accord, hein, c'était écrit noir sur blanc dans l'accord, hein. Et comme avait dit Wamit, là on en est à la lettre X de l'accord, mais nous c'est de A à Z. Donc après il y a le Y, et après il y a le Z. Donc on va aller faire les référendums. OK. Deuxième référendum, et là qu'est-ce qu'on voit? 47% pour le oui, 53% pour le non. C'est-à-dire que de 18 000 voix d'écart, ils s'étaient réduits à 9 000 voix d'écart. Et là, ça a changé les choses. Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'au soir du deuxième référendum, tout le monde a compris que la victoire du oui était possible. C'est ce qu'a dit Isabelle. La victoire du oui était possible au troisième référendum. Avant, personne ne l'avait vraiment envisagé sérieusement, ni au sommet de l'État, ni chez les loyalistes. Par contre, quand il a fallu se dire, parce que du coup, ça crée une dynamique, si vous voulez, on est passé de 43 à 47. Il y a le fait que normalement, on pensait que le référendum aurait lieu 2 ans plus tard, et donc, comme l'a dit Isabelle, il y aurait les nouveaux inscrits. Or, on sait que dans les jeunes générations, d'une part, il y a plus de Kanaks que de non-Kanaks qui vont s'inscrire, et que chez les non-Kanaks, dans les jeunes générations, il y a plus de votes indépendantistes que dans les vieilles générations. Donc, plus on pousse, et plus c'est favorable aux Kanaks. Et donc, à partir de là, branle-bas de combat. Et là, changement de stratégie, et ça s'est joué en plusieurs choses. D'abord, le ministre de l'Outre-mer de l'époque, le Cornu, qui est maintenant à la Défense, donc ils n'ont plus réuni le comité des signataires, qui était l'instance habituelle qui permettait de faire avancer les choses. Il a constitué des comités ad hoc à droite à gauche. Il a invité à Paris un certain nombre de gens. Il y a une partie en février 2021 en disant bah, venez, on va régler cette affaire. Et là, au sein du FLNKS, les gens de l'UNI, du Palika, ont dit non, on ne va pas à Paris parce que ça sent le traquenard à plein nez, on n'a pas l'ordre du jour, on ne sait pas de quoi on va parler. L'Union calédonienne a dit si, si, on y va, on va voir, on va discuter. Ainsi soit-il. Mais une date a été fixée à ce moment-là, et une date plus tôt que ce qui était escompté, puisqu'elle a été fixée à décembre 2021, donc c'est-à-dire un an après le deuxième référendum, alors que le cycle précédent, c'était tous les 2 ans. Et ça, cette date-là, elle n'a pas fait consensus, d'autant moins, elle a fait d'autant moins consensus que ça a été rappelé. En faisant un référendum en décembre 2021, on tombait dans la campagne présidentielle. Et l'affaire d'Ouvéa, c'est aussi l'affaire de l'instrumentalisation du dossier calédonien dans les élections présidentielles en 88 entre Chirac et Mitterrand. Chirac qui veut séduire le FN et donc qui montre les muscles. Donc il y a un historique, c'est très lourd de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'Édouard Philippe, comme Isabelle l'a dit en 2019, avait dit si on fait le troisième référendum, il faudra pendant la campagne. Mais là, le Cornu dit si, si, on le fait. Les loyalistes signent. L'UC signe, hein, il faut quand même le souligner, l'UC a validé cette date, l'UNI ne l'a pas validée. Bon. Donc cette date arrive. Sur ce, en juillet 2021, l'État produit un document sur les conséquences du oui et du non à l'indépendance. Et ce document est un document extrêmement partial sur une argumentation fallacieuse qui est éhontée, qui est de dire en gros, si vous votez, donc ça se présente neutre, et en disant, alors si vous votez oui, voilà ce qui va se passer, ça va être l'apocalypse. C'est détaillé sur 4 pages. Si vous votez non, tout se passera bien pour la suite, parce qu'on est sûr, etc. Et donc, en fait, tous les gens qui connaissent le dossier calédonien ont été estomaqués que ce document soit produit avec manifestement une incitation très forte à voter pour le non, et ne prenant jamais en compte la fameuse revendication d'indépendance en partenariat, en interdépendance, qui est discutée depuis longtemps maintenant au sein du FNKS, et disant on veut une indépendance, mais on ne veut pas rompre les liens avec la France, on veut les repenser, on veut nouer un partenariat très étroit, etc. Donc on ne veut pas d'une indépendance sèche, radicale, soudaine. Donc il y a toute
C'est un champ des possibles qu'on veut explorer ensemble. Mais ça, dans ce document de l'État a dit non, non, ça, on peut pas l'établir, donc on va regarder. Et ils ont regardé sur un schéma vraiment années 50. Demain, hop, on part et le pays s'effondre ou pas. Donc ça a été extrêmement choquant. Et puis le troisième élément, et vraiment l'élément décisif, c'est qu'effectivement, le Covid a débarqué dans l'île en août-septembre 2021 et qu'il a fait des ravages terribles dans les communautés kanaks, wallisiennes, tahitiennes, océaniennes, où il y a des gros facteurs de comorbidité. Et donc là, il y a eu une vague, comme ailleurs dans le monde, mais un retardement en Calédonie sans précédent de décès. Donc, le monde kanak a été pris dans un moment de deuil sans précédent. Enfin, si, avec des précédents, à vrai dire, hein, pendant les guerres coloniales et pendant le choc microbien du 18e et du 19e. Mais passons. Au 21e siècle, on n'avait jamais vu ça. Et donc là, il y a une demande unanime de tous les Kanaks, de tous les partis politiques, du Sénat coutumier, de tout le monde, de dire on ne peut pas faire le référendum dans ce contexte-là. Repoussons-le de quelques mois, le temps qu'on fasse nos coutumes de deuil. Et là, les loyalistes ont dit oui, mais non, c'est de l'instrumentalisation de la culture kanak. Et le Cornu a dit non, non, mais écoutez, le niveau sanitaire, la sécurité sanitaire dans le pays est revenu, on fait le référendum. Là où c'est grave cette affaire, c'est que je vous rappelle que l'accord de Nouméa repose sur trois piliers, le transfert de compétences, la citoyenneté calédonienne et le respect de l'identité kanak. Et là, c'était l'occasion de montrer qu'on avait un vrai respect de l'identité kanak. Quand ils vous disent, bah, on a besoin de temps pour enterrer nos morts, on le respecte. Et on repousse le référendum de quelques mois. Non, pas du tout. Absolument pas. Or, le vrai problème, même politique, en fait, c'est que la façon dont on fait campagne, dont on fait de la politique dans le monde kanak, on ne se contente pas de faire des tracts à la télé. C'est pas comme ça que ça passe, des clips de campagne. On fait des campagnes de proximité, de tribu à tribu, de quartier à tribu, de quartier à quartier, de porte à porte. D'autant que, je vous l'ai dit, il y avait un très faible écart entre le oui et le non, et que les derniers bastions abstentionnistes à aller conquérir, c'était du côté du oui et du côté kanak. Donc, il fallait faire une campagne d'extrême proximité. Or, en Calédonie, on ne peut pas faire de la politique si la tribu est en deuil. Ça ne se fait pas. C'est une insulte. Ça ne se fait pas. C'est pas une vue de l'esprit, en fait. C'est le sens des normes sociales qui s'imposent à tous. Donc, parce que, effectivement, ce qu'ont dit les loyalistes et le Cornu, c'est pas parce que vous êtes en vote que vous ne pouvez pas aller voter. Certes. Mais par contre, on ne peut pas faire campagne faire cette campagne. C'est pour ça qu'ils ont dit, en fait, la campagne ne peut pas se dérouler, c'est injuste. Repousser de 6 mois. Et ça, l'intransigeance de l'État. Donc, l'intransigeance de l'État a été, évidemment, avec le entendant Baquès et Metzdorf et les loyalistes répétaient non, non, ne cédez pas, ne cédez pas, ne cédez pas. Ils ont dit non, on maintient le référendum. C'est à partir de là que quelque chose s'est brisé. Ce qui s'est brisé, c'était le contrat de confiance, certes ambigu, non dénué d'arrière-pensée, avec des visions opposées, des stratégies, des coups fourrés, mais néanmoins un contrat qui s'était noué depuis 88 entre le FLN, enfin, les loyalistes, les indépendantistes et l'État français. Et j'en veux pour preuve qu'à ce moment-là, tous les acteurs, les connaisseurs, les hauts fonctionnaires, les responsables politiques, les premiers ministres, tout ce que vous voulez, tous les gens qui connaissaient le dossier calédonien en France, ils se sont tous exprimés pour dire attention, là, vous faites une faute majeure. On ne fait pas ça. Mais tous, hein, Valls, Hérault, Christnart, Jean-François Merle, les gens de gauche comme de droite, les conseillers à l'outre-mer de Sarkozy, Édouard Philippe Lady, etc. Euh, donc, et c'est à partir de là, donc pour revenir à la question initiale sur la séquence référendaire, du coup, les Kanaks ont dit dans ces conditions, on ne participe pas. Du coup, 97% pour le non à l'indépendance, mais 56% d'abstention, référendum nul et non avenu, aucun sens. Et c'est à partir de là, vraiment, que la confiance a été rompue et que l'État a redéployé une politique coloniale ouvertement, enfin, qui nous a laissé les bras ballants, mais qui ressemble tellement à Macron. Je veux dire, c'est les retraites, c'est la même chose. Mais sauf que, on l'a dit répété, Manu, ça va pas se passer de la même façon. C'est un peuple qui lutte là. Ils sont mobilisés comme jamais, hein. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé en 87, Pons avait fait la même chose, vraiment à la triste époque, vraiment
la politique anti-FLNKS du gouvernement Chirac de 86-88, il avait fait un référendum sur l'autodétermination sans limitation du corps électoral. Donc les Kanaks avaient dit on n'ira pas voter. Conclusion, même résultat, 97% pour le non, mais une immense majorité. Et j'ai retrouvé que Baou avait dit ça. Il avait dit devant les caméras le 13 septembre au soir, certains vont sabrer le champagne à Nouméa. C'est exactement ce qui s'est passé le 12 décembre, hein. Le lendemain, nous serons là pour dire merde et pour dire que nous sommes là et que nous serons toujours là. Un Kanak naissant naîtra encore avec le droit à l'indépendance. Et ce droit-là, aucun référendum de Ponce ou d'autres ministres, sous-entendu, ils ne savaient pas, mais le tordu, ne le remettra en cause. Voilà. Merci, Thomas. On va passer à l'insurrection du 13 mai, le pourquoi de l'insurrection du 13 mai 2024, et aussi à la question, parce que nous sommes en France, de la solidarité des prisonniers. Parce que, bon, voilà, c'est important dans notre assemblée de parler de ces mobilisations que nous devons faire ensemble, j'espère. Ensuite, on passera la parole à la salle. Daniel. Merci, Laoui. Mehdi. Avant de parler de 13 mai et la question des prisonniers, je voudrais réagir quand même par rapport au propos de le président de la Ligue des droits de l'homme. Pour moi, c'est trop facile de conclure dans l'idée que la révolte et le débordement qu'il y a eu au pays, c'est grâce à la structure au sein du FLN. Moi, la conclusion elle est très. Je pense il faut continuer à creuser encore la question. Parce que ça pose aussi, pour moi, à mon sens aussi, la, la responsabilité aujourd'hui de la Ligue des droits de l'homme par rapport aux événements au pays. Tu disais qu'aujourd'hui, vous ne prononcez pas par rapport à la question des prisonniers parce que ce serait de prendre parti par rapport à ce qui se passe au pays. C'est quand même la question de la déportation, des questions humaines quand même. On parle des humains. Donc, la déportation des femmes a été menottée depuis le pays, 40 jours. Donc, voilà. Mais veut dire que que vous ne prononcez pas sur les conditions des prisonniers, la libération des prisonniers. Donc, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour ça, je pense que moi, il faut aller jusqu'au bout des propos. Parce qu'il n'y a pas que les prisonniers, il y a aussi la question des assassinats. Tout à l'heure, Benoît parlait des propos comment il s'appelle, Bakes. Rappelez aussi qu'aujourd'hui, ceux qui ont assassiné les milices sont toujours en circulation au Kanaki, ne sont pas arrêtés, ne sont pas emprisonnés. Et ceux qui ont tué, on ne sait pas où ils sont. Donc, moi, c'est pour ça que je réagis à cette question. Pour revenir aujourd'hui à la question de 13 mai, il faut dire que la crise en Kanaki, c'est le résultat d'une humiliation que nous avons subie en Kanaki. La révolte de nos jeunes, ça témoigne aussi comment la prise en considération de la jeunesse durant ces 30 dernières années. La question, on parlait tout à l'heure de rééquilibrage en Kanaki. C'est tout cela qui a fait que le 13 mai, il y a eu des révoltes. Il faut refaire l'histoire sur comment les événements se sont passés en Kanaki le 13 mai. Il y a deux points où les forces de l'ordre ont attaqué après le vote ici en France, le soir même. C'est à Moravet, la carte populaire, et à Saint-Louis. Ce qui a provoqué après la révolte. La question que je me pose derrière, c'est qui a donné l'ordre pour attaquer nos jeunes? Donc aujourd'hui, on qualifie nos jeunes, pour ça tout à l'heure, je parlais de la délinquance parce que sur les discours aujourd'hui, dans les médias, les représentants de l'État en Kanaki, que ce soit le procureur ou le, le commissaire, qui traitent nos jeunes de délinquants et nos prisonniers, et qui traitent nos prisonniers de terroristes. Et donc, c'est ce discours-là qui, aujourd'hui, fait qu'il y a il y a aussi une révolte derrière par rapport à cette question d'humiliation que nous avons subie jusqu'à aujourd'hui.
c'est vrai que l'humiliation, on ne parle pas beaucoup, mais l'humiliation fait des dégâts quand il surgit. Parce que l'humiliation touche l'intérieur de notre humanité. Et quand ça déborde trop plein, voilà ce qui a donné. Je ne dis pas que c'est ça qui a causé aussi les événements, mais c'est aussi le résultat de ces 40 dernières années, les accords où la France n'a pas voulu euh, accompagner la décolonisation de notre pays. Et quand tout à l'heure, je parlais du projet Martyr, mais aussi l'axe Indo-Pacifique aussi qu'il avait proposé quand il a fait son premier discours en Kanaki, où il appelle les Kanaks à demander pardon. Et quoi que c'est nous qui allons demander pardon, on n'a pas demandé à être colonisés. C'est eux qui doivent nous accompagner à nous réhabiliter notre humanité. Et c'est pas à nous à demander pardon. C'est ce qu'il a demandé à Nouméa quand il est arrivé à Nouméa. Donc c'est pour ça que il y a quelque chose qui est une responsabilité de l'État où je qualifie que la situation Sakanaki a été voulue par l'État. Aujourd'hui, notre difficulté aujourd'hui, ici en France, avec Solidarité Kanaki, la ISDPK et d'autres collectifs pour accompagner nos prisonniers, c'est très difficile pour nous. Très, très difficile. Nous, on sur la France tous les semaines pour conscientiser l'opinion nationale et internationale sur la situation en Kanaki. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éparpillé tous les prisonniers dans toutes les villes pour que nous, on se déplace en voiture, en train, en avion, pour essayer de tuer la légitimité de notre lutte, pour essayer de nous rendre fatigués. C'est ça qui fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons appel aussi à vous, pour dire qu'on a besoin de vous pour nous aider. Parce que la cause de la Kanaki, certes, c'est une question d'indépendance, mais c'est une question humaine aussi avant tout. C'est la réhabilitation de la place de l'humanité du peuple kanak parmi la mosaïque des peuples du monde. C'est ça aussi le combat. Notre combat est exclusif. Il n'est pas exclusif. Ce n'est pas le combat de Le Pen où on discute tout le monde. Non, c'est une nationaliste inclusive. Quand j'étais à Nîmes, il y a l'ancien maire de mon village, il me dit Daniel, depuis longtemps, j'ai pensé que vous êtes des sauvages, c'est vous qui foutez le bordel en Kanaki. Mais depuis votre passage à nous informer, je comprends mieux qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez raison. Et l'État a toujours porté un discours négatif sur votre existence et vos droits. Donc, c'est pour ça que ce que nous on dit aujourd'hui, on compte aussi pour vous, sur vous, pour être notre bouche et nos oreilles demain. Et nos yeux, là où vous êtes, vous serez demain. Parce que, voilà, les conditions de nos prisonniers sont très compliquées. Les jeunes qui sont dans les prisons ont du mal à compter, à appeler leur famille, parce que les appels depuis les prisons sont très compliqués, très chers. Il y a un prisonnier qui a des enfants, quand il appelle euh, sa famille au pays, un appel, c'est 100 euros, c'est très cher. Donc, pour donner de l'argent, ben, on est obligé d'attendre. Euh, Certains jeunes écrivent à leur famille pour leur dire que tout va bien, alors qu'on sait très bien les conditions dans les prisons. Ils essayent de rassurer leur famille. Mais aujourd'hui, les questions de la condition dans laquelle nos prisonniers, que ce soit des prisonniers politiques et des prisonniers de droit commun, aujourd'hui, nos prisonniers sont dans une condition inhumaine. Inhumaine. Et c'est pas qu'ici, hein, c'est aussi dans les prisons au Canada. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler. Et je pense il y a des cagnottes qui circulent. Donc si vous voulez nous aider, aidez-nous à soutenir nos prisonniers, mais aussi les familles des prisonniers. Aujourd'hui, certains papas sont dans les prisons, mais les mamans sont au pays avec les enfants. Donc, il y a plus de 2000 personnes qui ont perdu de l'emploi. Donc, il faut les accompagner. Les syndicats travaillent aujourd'hui pour aider ces familles qui ont perdu leur droit, leur travail. Il faut dire aussi rappeler que la province sud ne facilite pas les choses. Madame Baquez a coupé les aides
médicale certains, beaucoup de Kanaks, beaucoup de familles Kanaks. J'essaie de faire aussi des bourses d'étudiants à toutes les familles qui portent le drapeau kanaki. Il y a 2 jours, on nous appelle pour nous informer qu'il y a 2 jeunes qui ont été euh, arrêtés parce qu'ils circulaient un drapeau kanaki. Donc, c'est la partie en ce moment en kanaki. Donc, il est important de signaler. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et en tout cas, merci encore pour l'écoute, pour l'éthique.